Bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro du calendrier de l'Avent des comics. Et c'est mon anniversaire. Et du coup, comme c'est mon anniversaire, on va faire encore une fois une chose que j'affectionne particulièrement, les Great Lake Adventures, aussi appelés Vengeurs des Grands Lacs. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. J'avais déjà parlé l'année dernière d'une histoire du GL X-Mass spécial de 2006. Mais justement, j'avais parlé que d'une seule petite histoire tout en laissant plein d'autres. Donc du coup, aujourd'hui, on va se pencher sur deux autres histoires. Pourquoi deux ? Eh bien parce qu'elles sont un petit peu liées, quand même. Commençons directement par le début du comics, où Squirrel Girl nous explique que si jamais la violence contenue dans les pages de ce comics pourrait vous choquer, eh bien Marvel a sorti un numéro spécial Noël du Punisher au même moment. Néanmoins, sa présentation est interrompue par Doorman, qui lui explique que les préparatifs pour la fête de Noël sont presque terminés, mais qu'il faudrait quand même aller chercher du eggnog et du papier toilette. C'est donc ainsi que Squirrel Girl embarque vers la première histoire intitulée Eggnog, papier toilette et paix sur la terre. Et c'est une entrée en matière assez remarquable et assez systématique de la série des Great Lake Adventures des années 2000 que je ne saurais trop vous conseiller. Squirrel Girl, sur le chemin, tombe sur le Shield et Dum Dum de Gamme qui combattent MODOK. Squirrel Girl se renseigne sur les ennemis en lisant les cartes à collectionner Iron Man vs. Oui, les fiches de Deadpool utilisées dans la série Squirrel Girl actuelle ne sortent pas de nulle part. Ce qui est un argument en plus en faveur de la série actuelle d'ailleurs. Bref, Écureuillette, comme nos amis traducteurs ont aimé l'appeler un jour, attaque MODOK, avec l'assistance de son ami rongeur Tipito. Car oui, l'écureuil attaque les câbles de MODOK de l'intérieur, tandis que Squirrel Girl attaque à l'extérieur. Après cette victoire, Dum Dum du Shield lui explique que cela fait un moment que l'organisation l'observe combattre des ennemis très puissants, comme le Docteur Fatalis, le Mandarin ou Giganto. Alors oui, c'est vraiment ce numéro-là qui a officialisé que Squirrel Girl était effectivement l'un des poids lourds de l'univers Marvel. Le Shield propose à l'héroïne de rentrer à son service, mais celle-ci refuse car elle appartient déjà à une équipe, les Great Lake Avengers, où elle se sent plutôt bien. Elle rentre donc au QG, mais a oublié le papier toilette, et donc repart faire les courses. Et en chemin, elle croise Thanos qui arrive pour conquérir la Terre avec le Pyramatrix, chargé à ras-bord de l'énergie vitale de tous les habitants de la Terre. Et c'est là-dessus que le comics nous laisse pour passer à sa seconde histoire, centrée cette fois-ci sur le personnage d'Immortal Man. Immortal Man, ou Craig-Hollis, est le leader de l'équipe des Great Lake Avengers, et est un mutant qui possède le pouvoir de l'immortalité. C'est-à-dire qu'il revient à la vie chaque fois qu'il meurt, un peu comme le capitaine Jack Harkness dans Torchwood, ou Doctor Who, enfin partout où il est apparu quoi. Immortal Man n'est pas trop dans l'esprit des fêtes, puisqu'il est toujours dans le deuil de sa compagne, Dinah Sohar, une ptérodactyle alien rose dont les bulles sont toujours présentées vides au lecteur, mais qui pouvait éventuellement communiquer par sifflement. Le pouvoir de Dinah Sohar, en plus du vol, était l'acoustic-kinésie, qui pouvait servir d'arme vocale avec des fréquences hypersoniques. Et j'utilise bien le passé, car elle s'est sacrifiée dans la série précédente. Mais c'est à ce moment que leur vieil ennemi, l'ennemi très conceptuel Dr Tannenbaum, qui décide donc toujours d'attaquer à Noël, leur laisse un message. Les héros partent donc à l'action, alors que Flatman laisse un petit mot pour que Squirrel Girl soit au courant si elle rentre des courses entre temps. Le plan du maléfique Dr Tannenbaum est d'avoir donné vie à chaque sapin et Guy dans la ville, et attirer les membres de l'équipe ici afin de les empêcher d'aider les autres habitants. Après, la seule motivation du vilain est ici la vengeance contre les héros. Rien d'autre, donc chercher de la cohérence dans un tel plan est un contresens total, puisque l'esprit qui a pondu ce plan n'est lui-même pas cohérent. Et alors qu'il est étranglé par Duggy et qu'il sent la vie commencer à le quitter encore une fois, Mister Immortal se souvient du Noël d'il y a 4 ans, où il se recueillait sur la tombe de sa précédente petite amie, Terry, quand arrive Dinah Sohar. Immortal Man est un peu énervé au départ de la voir arriver dans un moment aussi intime, mais il se reprend et lui offre son cadeau de Noël, un sifflet pour communiquer avec les gens. Dinah se met ensuite à le remercier, en parlant, ce qui étonne beaucoup l'immortel. Il se trouve que la race de Dinah ne peut communiquer verbalement qu'avec une seule personne et qu'elle vient donc de choisir pour cela Immortal Man. Alors là, j'hésite entre un choix un peu rapide motivé par l'amour ou bien un choix logique car sa race connaît une très grande longévité et donc un immortel semble être un bon choix.
Puis nous voyons des petites cases montrant comment les Noëls se sont passés et les ont fait se rapprocher, et les amener à se mettre en couple et beaucoup plus si affinité. Retour au présent, Mister Immortal se remet bien sûr et est envoyé valdaguer au loin par un sapin maléfique, qui l'envoie dans le domicile de quelques civils. Et c'est dans cette maison qu'il se rend compte que les sapins et autres végétaux de Noël maléfiques ne peuvent pas bouger à cause du poids des décorations. Immortal Man revient donc rapidement voir ses amis et va donc balancer des décos sur les sapins pour les alourdir, ainsi qu'un appareil à fausse neige. Flatman, pendant ce temps, déplore que Squirrel Girl ne soit pas là pour leur plus grande aventure depuis des mois. Et bien pendant ce temps-là, Squirrel Girl a vaincu à elle seule Thanos, sous l'œil du gardien, qui lui confirme bien qu'il s'agissait du vrai Thanos. Car oui, première règle de la bande dessinée, les personnages humoristiques auront toujours le dessus sur des personnages plus sérieux. Ceci est le théorème de Vegeta, qui a lui-même bien pris cher. Immortal Man explique donc aux caméras de ne pas enlever les décorations des sapins, avant d'être sûr qu'ils soient morts, peut-être en février ou en mars. Une des femmes enlevées voudrait aller plus loin avec Immortal Man, mais celui-ci décline pour le moment, car il est Noël et il a quelque chose d'autre à faire. Celui-ci se rend donc au cimetière sur la tombe de Dinah et se met à jouer du sifflet qu'il lui avait donné. Et fin. Ce numéro spécial Noël était vraiment une excellente réussite et une très bonne contribution à la mini-série Great Lake Adventure Disassembled, tout en réussissant à s'inscrire profondément dans le contexte des fêtes, et même en réussissant à en produire une synthèse, avec les meilleurs aspects des comics de Noël. Le rigolol, avec Squirrel Girl, l'histoire avec une menace thématique avec Immortal Man, et le drame avec Doorman. Un numéro excellent. Et demain, on parlera de Batman, et de Plastic Man, et de Crèche. Et oui, je l'avais promis l'année dernière, donc il va arriver.